Mes chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Escapade Aérienne, sauf que cette escapade va être un peu catastrophique, étant donné que j'essaye plus ou moins, un petit peu avec mes connaissances et de ce que j'ai appris de part des pilotes, hein, même sur YouTube, vous pouvez trouver la raison de ce vol Ouest Atlantique qui a fini en bout de piste, qui a fait une sortie de piste sur l'aéroport de Montpellier. Donc, pour vous expliquer un peu ce que c'est que la West Atlantic, c'est une compagnie aérienne de fret et qui opère beaucoup sur la France et sur l'Europe et affrété par Sweetfair, qui est une compagnie espagnole. Voilà, donc voilà l'avion qui a fini sur la baille. Et finalement, c'était un vol cargo qu'il était en train d'effectuer sur Montpellier dans la nuit du 24 au 25 septembre. Pour vous situer un petit peu l'aéroport de Montpellier, pour vous le présenter plutôt. Voilà, donc sachez que Montpellier est une ville au sud de la France et c'est quasiment au bord de mer, d'accord, tout le monde connaît. Très réputée pour ses universités, une ville très estudiantine. Tout est à proximité, c'est vraiment sympa et donc nous sommes sur le terrain de LFMT. Donc pour ceux qui connaissent mal les codes OASI, je tiens un petit peu à le rappeler, c'est le code du pays plus le code de la ville. Donc voilà, donc LF c'est pour la France, donc Lima Foxtrot, et Montpellier c'est MT, donc Mike Tango, donc c'est Lima Foxtrot Mike Tango. Nous sommes ici sur le terrain de Montpellier. Pour vous le présenter un petit peu sommairement, on va le visiter en mode drone. Vous voyez, hein, sur la carte VFR, il se trouve juste au bord de l'étang de Moguio, ou ce qu'on appelle l'étang d'Or dans la région, parce que c'est la région de l'or, enfin je sais pas quoi, dans Valère fait partie, tous les environs font partie. Donc vous avez Moguio qui est ici, vous avez Pérol qui est ici, là un petit peu plus haut. Après par la suite même Montpellier est ici. Donc toujours ce Boeing 737 PMDG qui est vraiment bien fait, en version cargo. Il y a des trucs qui clignotent. Ah non, c'est pas grave, c'est ma passerelle. Donc vous avez la soute ici. Donc en somme, l'avion de la West Atlantic Airways est un avion affrété à Swifter. Donc normalement, il est immatriculé en Espagne, comme j'ai fait un petit peu dans la présentation, et il est affrété par Swifter pour opérer des vols entre Charles de Gaulle, Montpellier ou Charles de Gaulle, Marseille, pour amener du parcel, hein, c'est-à-dire c'est du fret, donc c'est un freightliner. Donc il amène du courrier beaucoup et des colis, tout ça et tout. Donc voilà, on sait que par rapport à l'accident qui attendent des colis ou des lettres, ils devront en attendre un petit peu. Bon, quoi qu'il en soit, bon là c'est vrai que l'aéroport a été bloqué. L'aéroport est en train de s'agrandir, hein. Je crois qu'il est né dans les années 30. À mon avis, je crois que c'était qu'une base et il est devenu vraiment officiellement un aéroport civil, je crois, dans les années 60. Qui fait que il y a eu pas mal de vols d'Air France, à l'époque Air Inter, qui le desservait, et de plus en plus de compagnies aériennes européennes qui sont venues se poser sur ce terrain-là. On va se mettre en mode drone, alors c'est assez spécial. Pour ceux qui ne le savent pas et qui pratiquent Flight Simulator, il faut toujours se mettre en clavier anglais. Oui, bon, malheureusement c'est comme ça, et on joue avec les touches. Alors d'abord, oui, on se met en mode vitrine, comme ça, pour faire voir un peu le terrain, et surtout au niveau des pistes, surtout ça. On se met en caméra libre, donc on éteint, donc on avance, etc. Et après on set des flèches pour s'orienter. Ici vous avez, pour vous présenter un peu le terrain, enfin l'aéroport, ici vous avez une zone de maintenance. Je crois qu'il y en a une autre un petit peu plus loin. On voit souvent des avions stockés, comme ces trois Airbus A320. Là-bas aussi pareil, il y a une zone de maintenance. Le fret se fait habituellement par ici ou de l'autre côté. Donc c'est vraiment un joli petit aéroport. J'aime bien chaque fois prendre l'avion là-bas, c'est vraiment sympa. C'est vraiment très méditerranéen. On va baisser un petit peu, se mettre à hauteur d'homme peut-être, pour faire voir un petit peu l'aérogare
devant. Bon, il n'est pas très bien réussi parce que je sais que quelque part c'est gravé avec des lettres aéroport de Montpellier, ben justement sur la vitre ici, et là ils l'ont complètement oublié. Ben, c'est pas grave, on peut pas le visiter à l'intérieur. Les places de parking, bon, c'est un petit peu de la plat, c'est un petit peu dommage, la scène elle est pas vraiment terrible. Je sais qu'à l'époque, nous avons l'école de l'ESMA qui était pas loin, hein, l'école dont je fais partie, et nous avons de l'autre côté l'école nationale de l'aviation civile qui se trouve là avec des apprentis pilotes qui pilotent sur des petits avions. D'ailleurs, une petite piste, on va essayer de monter en altitude pour la faire découvrir. Une toute petite piste dont les avions de l'ENAC décollent. Voilà. Donc voilà, ça me donne un aperçu. Donc voilà, ils l'ont quand même équipé de passerelles. Hein. Sachez que il atteint quand même le million de passagers dans l'année. C'est quand même assez conséquent. Et bon, hormis Air France qui a toujours eu l'habitude de venir, il y a des compagnies aériennes comme Transavia, pas Ryanair, mais Transavia, EasyJet, qui dessert sur des vols sur l'Angleterre, Transavia qui dessert des vols sur le Maroc, etc. Nous avons Air Algérie qui vient aussi, nous avons Royal Air Maroc, Air Arabia aussi, KLM, Aer Lingus pendant l'été, hein, qui dessert des vols sur l'Irlande. Donc, ce sont des approches assez spéciales. La plus utilisée, comme je le disais auparavant, comme je le dirai plus tard. Bon, sachez que je ne fais pas la vidéo en direct, je la monte petit à petit. L'approche la plus classique, c'est sur le Star Mari 6 qui nous envoie sur le point d'Espy, où on prend la fréquence CLS, on longe le Gros du Roi, enfin on passe au-dessus de l'Espiguette, on longe le Gros du Roi. C'est au point de l'Espiguette qu'on capte la fréquence ILS. Je la connais pas par cœur pour la dire, hein, c'est comme une fréquence radio, hein, et qui permet à l'avion de s'orienter, de passer au-dessus du Grand Travers, de survoler l'étang de Moguio ou l'étang d'Or, c'est comme vous voulez. Et ça, c'est la 30R. Voilà. Donc là, on est en seuil de piste. Pour vous montrer où cet avion a fini sa course, ben, c'est ici, exactement, sur la 30R, en bout de la 30R, ici. Alors sachez, pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi des chiffres comme ça, 30R, 12L, c'est parce que déjà, quand il y a R et L, c'est qu'il y a deux pistes, tout à fait. Et 30 parce qu'il est orienté, par exemple, ici à ce niveau-là, elle est orientée vers le nord. Voilà, c'est là où l'avion a fini sa course. Voilà, c'est là où l'avion a fini sa course, le nez dans l'eau. Elle est orientée au nord, voilà, donc nord légèrement ouest. Et voilà, donc normalement elle est orientée à 308 degrés, si mes souvenirs sont bons. Et la 12L, bah, c'est de l'autre côté, c'est l'autre seuil de piste. Il y a toujours deux seuils de piste sur une piste justement. Voilà, donc ça c'est des approches les plus classiques. Et après celle de la 12L, hein, on passe au-dessus de la région de Montpellier, enfin de la banlieue de Montpellier. On a Latte, on a Pérol, on a un petit peu plus loin Vendargue, où j'ai travaillé d'ailleurs, et Moguio bien évidemment. Et c'est un bel aéroport. Moi franchement, je le dis, je le répète, j'adore prendre l'avion à Montpellier. C'est un aéroport qui est clair, qui est propre, confortable. Ce qui est bien, c'est quand on est fumeur, et ils ont aménagé un espèce de petit patio, c'est vraiment sympa, où on peut prendre le café et tout, et fumer sa cigarette. Et voilà, il y a un trafic, je crois, à peu près, il y a 40 mouvements d'avions par jour, c'est quand même assez conséquent. Donc un petit peu de mal à entrer dans le... On va essayer de descendre un petit peu. Bon, voilà, bon, c'est assez sommaire, mais bon, ça y ressemble un petit peu. Voilà, c'était pour vous présenter l'aéroport de Montpellier, où s'est passée justement cette sortie de piste assez atypique quand même. Heureusement que ça s'est pas fini de manière dramatique et que ce n'était qu'un avion cargo.
et les 3 personnes qui étaient à bord, elles en sont sorties indemnes. Un petit peu difficile pour les évacuer parce que le cockpit dans l'eau, c'était pas terrible. Ils sont sortis par l'arrière et après, bon, ça a été une entreprise vraiment titanesque pour pouvoir sortir cet avion, étant donné que l'aéroport a été bloqué pendant plusieurs jours. Là, je vais vous expliquer, c'est une approche classique sur la 12L de Montpellier. Donc, je suis effectivement à bord d'un Boeing 737, la même machine qui s'est crashée en bout de piste sur l'aéroport de Montpellier-Méditerranée. Donc là, je suis en approche, donc normalement, je devrais configurer. Je suis à 2600 pieds, je devrais configurer. Donc, pour rappeler ce qui s'est passé, c'est que cet avion-là, et le temps était beaucoup plus dégueulasse que ce que j'ai mis, ok. Je tombe mes volets, je pense que c'est le mieux. Voilà. Et au dernier moment, c'est-à-dire à 200 pieds, de 156 à 150 nœuds, il est passé directement à 170 nœuds à 200 pieds. Donc c'est quasiment presque au ras du sol. Donc c'est... je vais mettre les phares d'atterrissage. Normalement, je devrais... Et effectivement, il s'est pris ce qu'on appelle un vent contraire. Tout au plus un vent tournant qui fait que... Bon, le temps était méchamment dégueulasse. Il y avait de l'orage et tout. Et donc c'est une approche sous la pluie d'ailleurs. Donc là j'ai pas mis la pluie parce que c'est un peu pour faciliter ou faire voir un peu une approche un peu plus classique sur l'aéroport de Montpellier. Je suis à 140 nœuds, on monte un petit peu la vitesse, c'est normal. Voilà, donc j'essaie de descendre un petit peu. Je vais descendre les trains d'atterrissage, normalement ils sont descendus. Effectivement, je pense que ça doit être bon. Je redresse un peu. Voilà, donc normalement je suis d'une bonne configuration d'approche, bonne vitesse, sauf que au dernier moment à 200 pieds, l'avion a accéléré à 170 nœuds, qui fait que en plus la pluie, donc une piste qui est relativement détrempée, a fait certainement ou soit un aquaplaning à la vitesse qui va, parce qu'on ne se pose jamais à 170, c'est pas possible. Voilà. Et il a ou soit fait ce qu'on appelle un flottement, c'est-à-dire que dû à une vitesse assez élevée, il a rebondi sur la piste. Donc il a pris bonne partie de la piste. Il a dû peut-être taper les roues comment dire, en moitié de piste, et qui fait qu'il n'a pas eu le temps de freiner, plus de l'aquaplaning. Je vais un petit peu orienter mon approche. Pose au coucher de soleil. C'est exactement la même machine, Boeing 737-800. Voilà, donc dans sa version cargo. Donc je suis un peu trop haut, je vais descendre. Là normalement je devrais être bon. Alors là 141 nœuds c'est parfait. Normalement peut-être légèrement un peu plus, je vais baisser. Voilà. Donc 500 pieds, check. Et donc, effectivement, il avait une courte distance pour pouvoir freiner. Il a dû freiner comme un malade, le pauvre. Enfin, les pauvres, parce qu'ils étaient deux. Et qui fait que, voilà, il a fini à la baille, tout simplement. Et ça, c'est dû à un retournement de vent qui fait que l'avion s'est finalement retrouvé en vent arrière. Voilà, je redresse un petit peu le museau. Je suis pas en centerline, c'est pas grave. Voilà, j'aurais dû taper les roues un petit peu avant. Voilà, je mets les reverses. Je redresse un peu. Parce qu'il y avait du vent, voilà, donc aussi à Montpellier, au coucher du soleil. Et donc, à mon avis, il a dû taper les roues au milieu de piste, qui fait que il avait à peine 1500 mètres à parcourir. Voilà, les reverses se sont éteintes automatiquement. Et il a fini à la baille, tout simplement. Aquaplaning, plus une piste détrempée, c'est certain que c'était pas facile à gérer. Peut-être que la seule erreur qu'il ait faite, c'est de vouloir à tout prix poser son oiseau, quoi, son coucou. Et
à une vitesse qui était quand même relativement rapide, parce que je sais qu'à un moment donné, il est retombé à 158 ou 160 nœuds, mais c'est trop rapide pour un atterrissage. Donc, ben forcément, un avion qui est rapide et en qui plus est sur une piste détrempée est beaucoup plus difficile à freiner. Donc il n'a pas eu le temps de freiner, et ben, effectivement ben, il a fini à la baille comme ça, et alors que peut-être théoriquement il aurait dû faire ce qu'on appelle une remise des gaz, quitte à refaire un tour de galette. Le temps était à l'orage, une visibilité ben, quasiment nulle, et, voilà, donc c'est quand même très dangereux de poser un avion, surtout des petits terrains comme ça, comme Montpellier, parce que c'est pas un grand aéroport. C'est pas des pistes qui vont faire 4000, 4500 mètres, vous comprenez. Voilà, c'est des pistes en général qui vont faire dans les 2000, 2500, allez, peut-être au gros maximum 3000. Donc il fait que ben voilà, et voilà le résultat peut-être de cet oubli. Je ne peux pas blâmer le pilote. On ne peut pas se permettre, moi-même qui ne suis pas pilote, je ne peux pas me permettre de blâmer le pilote. Sachez qu'ils font quand même un métier qui est hyper difficile, étant donné qu'ils ont énormément de responsabilités. Vous allez me dire, oui, c'était un cargo, ils transportaient du courrier, des colis. Ouais, mais d'accord. Toujours est-il que si de nuit, il y a des avions qui volent, hein, c'est uniquement les cargos, les frettes qui peuvent se poser sur les terrains. Les avions de transport passager, ben, eux, après minuit, ben, ils ne volent plus. On ne met pas les reverse. Là, vous avez vu, j'ai mis les reverse, c'est normal, c'est le soir, il est quoi, il est 19h38. Bon, ça fait énormément de bruit, donc c'est pour justement pour le confort des oreilles des riverains, hein, qui se trouvent autour, surtout Montpellier. Vous avez d'un côté, vous avez Pérol qui est d'un côté, de l'autre côté, vous avez Moguio. Donc voilà, je vois mal les riverains subir le bruit de ce qu'on appelle les reverse, hein, c'est-à-dire l'inversion des poussées. Comme ça, je veux dire, c'est à minuit ou 1h, ou voire même 2h du matin, parce que c'est passé entre 1h et 2h du matin. Donc voilà, c'était le bilan de l'incident. On arrive, normalement on doit se poser on ne se pose jamais en vent arrière, donc on se pose toujours avec le vent de face, tant à l'orage forcément, donc le vent vient du sud et va en direction du nord. Donc c'est un peu plus logique de pouvoir se poser sur la 12, elle, en l'occurrence pour Montpellier. Sinon, en général, quand il y a du Mistral ou quand il fait beau, il se pose sur la 30R. Donc plus facile, je veux dire, c'est une approche qui est relativement plus facile. On prend le point Marie 6 comme Star. Le Star, c'est le cheminement d'approche qui va vous conduire votre avion quasiment à l'axe de piste, juste avant la capture ILS. On est à 3000 ou 2500 pieds sur le point SPI, on capte la fréquence ILS, et après gentiment on se pose. Ça c'est en règle générale sur l'aéroport de Montpellier. Sauf que là le temps était orageux, du vent, des cisaillements de vent. Il arrive à 155 nœuds, 158 nœuds en vitesse d'approche, donc normalement il devait être peut-être légèrement en dessous, mais il avait toujours le vent de face. Ce qu'il a dû manger au dernier moment, c'est-à-dire entre 200 et 100 pieds, ce qui est vraiment pas haut. On est quasiment presque prêt à toucher les roues sur le tarmac, sur la piste. Un vent qui a dû être tournant, donc c'est quand même un cisaillement de vent qui fait que ça a accéléré nettement sa vitesse à la vitesse de 170 nœuds. Je vais vous montrer un petit peu le graphisme de son approche en faisant une petite recherche sur Flight Radar, parce que bon, on peut visionner les vols qui sont passés. Finalement, ou soit il a pris un flottement, ou soit c'est une histoire d'aquaplaning qui fait que il a fini sortie de piste carrément, quoi. Alors que à un moment donné, après ces 170 nœuds, il est retombé à 155, 158 nœuds. Mais bon, comme il a dû taper la piste en plein milieu, et non pas quasiment au seuil de piste, je vous rappelle qu'il y a quand même
des repères pour pouvoir taper les roues au sol quand on se pose. Bon, il est un peu trop rapide. Alors là, je suis sur le Boeing 537-800 de PMDG. C'est un avion qui est relativement bien fait, même au niveau sonore et tout. Et croyez-moi que il est très complexe. Voilà, c'est pas le 737 de FSX avec lequel je volais souvent. Là, à la limite, c'était de la rigolade. Mais là, croyez-moi, c'est une belle machine. On peut voir le tableau de bord. Euh, on peut toucher à tous les boutons. C'est vraiment technique. Donc voilà, une approche. Moi, je peux profiter quand même pour entrer les volets, les spoilers. Voilà, c'est réglé. On va aller un petit peu sur la zone de fret. Ouais, l'aéroport de Montpellier, sa version un peu photoréaliste, qui est vraiment très bien. Une petite scène qui n'est c'est pas celle de France VFR, que ce soit un petit peu foutu de la gueule du monde. Bon, ben, la voiture, bien sympa. J'aimerais bien que tu dégages de là. J'ai jamais vu un véhicule rouler sur les cheminements des avions, c'est-à-dire les bancs jeunes, qui nous aident justement à trouver notre chemin. Ils ont des routes, et voilà. Cette route normalement qu'ils devraient utiliser. Donc c'est un petit bémol un petit bug de Flight Simulator qui fait que je vais passer outre. Voilà. Donc on ne peut pas, comment dire, blâmer les pilotes pour ce qui est arrivé. Sachez que se poser par temps d'orage avec un plafond relativement bas, sans aucune visibilité, la pluie, tous les éléments qui se déchaînent, c'est-à-dire jusqu'à voir même le vent, ce n'est pas évident. Croyez-moi, ce n'est pas évident, surtout quand on a un avion qui fait 70 tonnes tout pesé, avec le carburant et tout. Donc c'est quand même pas évident et c'est quand même pas facile. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, forcément le BEA, qui est le bureau d'études et d'analyse, c'est un peu comme le NTNC je crois aux États-Unis, qui enquête justement sur les crashs aériens. Seules les boîtes noires ne parleront, pardon, autant pour moi, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a une pour le son, c'est-à-dire les communications qu'il y a entre les équipages, ce qui se passe dans la cabine et le trafic. Bon, on va se garer ici. Et on a aussi une autre boîte noire qui, elle, va informatiquement reproduire tous les paramètres du vol de manière à ce que le BEA puisse enquêter et seul le BEA sera capable de dire ce qui s'est réellement passé. Nous voici sur Montpellier Méditerranée avec un 737-800 dans sa version F, c'est-à-dire un Freightliner. Ouais, ça voir. Bon, j'ai oublié de tout éteindre, c'est pas grave. De toute façon, c'était un vol de démonstration pour faire voir comment on se pose sur la 12L de Montpellier. Et voilà. Pas d'annonce aux passagers, pas besoin. Voilà. Ouais, il y a longtemps que j'ai pas piloté un Boeing 737. Je me suis habitué aux Airbus. Bon, on va mettre les freins de parking quand même. Il est bon? Ouais, c'est bon. Allez, on éteint tout. Et voilà, nous sommes arrivés à Montpellier. On éteint les phares d'atterrissage parce que les personnes qui sont devant vont être complètement aveuglées. Oh, mais il a tout éteint, c'est parfait. Donc voilà, mes chers amis, c'est pour vous, comment dire, vous expliquer. On peut refaire ce vol avec un temps vraiment dégueulasse, parce qu'on peut quand même avoir cette liberté de manier la météo comme on veut. Mais je vous promets pas un atterrissage professionnel, étant donné que le PMDG, c'est peut-être l'alarme, il y a une alarme qui a sonné, enfin, je ne sais pas ce que c'est. Écoutez, je suis en train d'apprendre justement avec le 737 de PMDG, c'est vraiment pas mal, je sais qu'on peut enlever ça. Voilà, bon, j'ai atterri en manuel, sachez que j'ai atterri en manuel et que c'était simplement pour faire voir où est l'approche exactement de la 12L de Montpellier. Alors là, ce qu'on va faire, on va essayer de reproduire le vol. Je dis bien essayer de reproduire l'incident tel qu'il s'est passé sur l'aéroport de Montpellier.
Donc nous disons que cet avion normalement était en approche sur la 12L de Montpellier Méditerranée, alias LFMT, Mike Tango, hein, qui est l'aéroport, le code OACI de l'aéroport de Montpellier. Nous sommes peut-être allés peut-être une 10-15 nœuds du seuil de piste. Donc normalement une altitude qui est prévue, je vais la fixer. Je vais la fixer parce que voilà, il est capable de me le mettre à 37 000 pieds. J'ai rien à foutre dans cette altitude, ou 3750 pieds. J'ai rien à foutre à cette altitude. Je vais essayer de mettre à 2500 pieds, ce qui est une vitesse, une altitude d'approche tout à fait raisonnable à ce niveau-là. Quoique normalement il est descendu de 7000 d'après ce que j'ai vu depuis les graphismes, que j'ai pas retrouvé malheureusement parce que je suis pas abonné à flightradar.24, là je sais pas quoi, qui nous permet de suivre le trafic aérien et les avions en temps réel. Donc le temps, je l'ai mis à l'orage. Donc voilà, je l'ai personnalisé. Donc je me mets à l'orage, il reste à l'orage, vous voyez beaucoup de pluie qui est ici. Donc voilà, ça va être un petit peu chaud. Mais le but du jeu, c'est de ne pas essayer de reproduire un atterrissage correct. Non, non, c'est simplement d'essayer de reproduire l'incident. Quoique la météo, ben, elle n'est pas la même. Hein. Les jours s'assemblent et ne se ressemblent pas. Donc vous devez comprendre que ce fameux cisaillement de vent, ben, que certains spécialistes et pilotes, hein, c'est pas moi qui... moi j'ai pensé de toute façon de suite, hein, j'ai dit, à mon avis, il a dû faire un flottement, pris la piste en trois quarts ou en plein milieu, avec une piste détrempée, donc forcément ben, le freinage se fait beaucoup plus lentement. C'est pas évident de se poser sur une piste détrempée. En général, il faut bien taper les roues pour essayer d'éviter les aquaplaning, justement. Donc on s'en fiche de tous ces détails. Je pourrais pas effectivement recréer entre 200 et 100 pieds cette vitesse excessive, hein, qui a été jusqu'à 170. 100 pieds, je vous signale que c'est à peine 30 mètres au-dessus du sol, hein, 30 mètres à 40 mètres au-dessus du sol. Donc c'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme. Donc oui, je suis à 10 nautiques miles du seuil de piste. Donc on va tenter la chose et essayer plus ou moins de reproduire cette sortie de piste assez incroyable pour... donc voilà, on pourrait blâmer les pilotes, non, je pense pas. De toute façon, quoi qu'il en soit, le BEA va faire son enquête et on saura la vérité dans un an ou quelques, quoi. Peut-être quelques informations sommaires, parce que bon, les boîtes noires, elles n'ont pas été difficiles à récupérer, hein, forcément. L'avion était en bout de piste, le nez dans l'eau. Ça va pas détruire les boîtes noires, rassurez-vous. Et donc, de toute façon, ils vont enquêter à ce niveau-là. Donc, on va laisser un petit peu charger. Ça va pas être évident, étant donné que la visibilité, elle est quand même réduite. Toujours à bord de notre Boeing 737 PMDG. Oui, on le met en vol. Voilà, donc on va se mettre. Est-ce qu'on est en bonne configuration? Donc voilà. C'est la nuit, je vous rassure, c'est entre 1h et 2h du matin, tel que je l'ai fixé. Volets sont sortis au maximum. Ils sont au maximum, voilà, c'est impeccable. Les trains d'atterrissage sont sortis. Et on est en approche sur l'aéroport de Montpellier, notamment sur la fameuse piste 12 gauche, left. Temps à l'orage, comme ça s'est passé. Donc forcément j'ai un vent qui est à... Là je vole en vent arrière, hein. Donc ouais, ça va plus ou moins reproduire un peu mon incident. Le vent est à 30 nœuds, c'est-à-dire 60 km/h, c'est qui est quand même vraiment conséquent. Donc 3000 pieds, pour l'instant j'ai une vitesse de 140 nœuds qui commence à augmenter avec ma descente. Alors à ce niveau-là où on voit là, vous voyez sur la carte VFR, l'avion était à 158 nœuds. 158 nœuds à 160 nœuds. Donc c'est quand même une vitesse d'approche relativement conséquente, hein, pour une vitesse d'approche. Donc je tourne le manche ni à droite ni à gauche. Pour l'instant je me laisse porter en direction de la piste.
que je devrais voir. Quoique bon là j'ai quand même une meilleure visibilité parce que paraîtrait-il ce jour-là c'était un sacré orage qui était en train de débouler sur la ville de Montpellier. D'ailleurs on passe, quand on se pose sur la 12L, on passe au-dessus de la ville de Montpellier, à l'est de Montpellier. Normalement le terrain il est juste en face de moi mais j'ai pas encore la piste en vue. Vous voyez, je me fais un petit peu porter par le vent, j'ai le vent arrière. Là, je me pose en vent arrière. Donc, c'est quand même pas évident. Alors que normalement, je sais pas, je devrais avoir. Je vais enlever la vitesse. Je peux enlever les autotrolls. C'est bizarre. J'enlève les autotrolls. Ouais, non, ce soir, off. Bon, c'est pas grave. Je vous dis que je suis toujours en vent arrière. J'aimerais bien avoir un visu sur mon tableau de bord. Un petit peu, voilà, comme ça, moi je sais l'altitude. Vitesse à 150 nœuds. Alors, vous savez, déjà je suis à 150 nœuds. Pour une vitesse d'approche, c'est vraiment pas terrible parce que c'est quand même assez rapide. Et c'est au niveau de. Là pour l'instant, je suis à 1000 pieds, donc tout se passe bien. Donc j'essaie de maintenir jusqu'à que j'ai le visu sur la piste. Normalement, il devrait me conduire presque en seuil de piste. Je n'ai ni tourné ni à droite, ni à gauche, ni à bâbord, ni à tribord. Et voilà, là, je crois qu'il y a un rideau de pluie qui est juste devant mon nez. Là, je suis sur le terrain. Donc on voit la piste. Voilà, je vais essayer de m'orienter correctement. Là, je sais que je vais me prendre. Je vais essayer je vais prendre des crosswinds, c'est logique. Vous avez vu, il pleut sur là. Je fais mon arrondi. J'essaie de reproduire plus ou moins ce flottement. Je suis à 141 nœuds. Voilà. Voilà, là j'ai pris un aquaplaning qui m'a fait un peu dévier. Donc, normalement, il a tapé un petit peu plus loin. Il fait que bon, pour l'instant, je ne mets pas les reverses. Parce que normalement, quand on est de nuit, on ne met pas les reverses pour éviter les. Vous voyez, pour l'instant, je suis encore à 71 nœuds. Et quand il était en seuil de piste, il était à 80 nœuds encore. Donc là, forcément, je suis à 51 nœuds. J'arrive en seuil de piste, en bout de piste. Et bon, ben voilà, j'ai fini à la baille. Top, le nez dans l'eau. Et voilà. Voilà ce qui s'est passé plus ou moins. Maintenant, c'était un petit peu difficile de reproduire. Ouais, c'est vrai, on voit rien. Et encore, je suis sur le sol. Voilà, je suis encore sur le sol. Et il a fini un petit peu plus loin dans l'étang de Moggio à ce niveau-là. Donc, vous voyez que même à une vitesse qui était relativement plus faible à ce que cet avion de la West Atlantic avait au moment de son atterrissage, j'ai fini car j'étais pas loin d'une sortie de piste. Mais normalement, voilà, il a fini à la baille comme ça. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il a dû flotter. J'ai pas pu reproduire le flottement, hein, j'aurais pu. Je connais encore un peu mal le PMDG, hein, parce que, comme je le disais, il est pas loin de la version professionnelle du vrai Boeing 737-800. J'ai plusieurs variantes. Donc voilà, c'est un plus ou moins pour vous retracer un peu les événements qui ont conclu justement cette sortie piste et avoir l'avion le nez dans l'eau. Ils ont été peut-être pas blessés physiquement ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont quand même essayé de gérer au maximum. Mais en seuil de piste déjà, il était encore allé à 80-90 nœuds. Bon, après, c'est l'herbe qui est un petit peu devant et l'étang de Moggio qui les a freinés complètement. Voilà, c'était un peu pour reproduire la situation. Déjà, pour moi, pour un atterrissage qui paraissait un petit peu plus normal que ce qui s'est passé avec le vol de la West Atlantic. Voilà, donc effectivement, c'est vraiment pas évident de se poser par un temps orageux, venteux. Vous avez vu, le vent était à 30 nœuds.
que c'était même plus fort par rapport à ce qui s'est passé dans la nuit du 24 ou 25 septembre. Et j'ai pas fait le flottement, mais c'est ce qui m'a permis quand même de pouvoir freiner. Maintenant, un avion peut freiner sur de courtes distances. Ils sont prévus pour ça. À ce moment-là, on est attaqué au fond sur les palonniers. Vous savez que les freins se situent sur les palonniers. Il suffit simplement de pointer les pieds profonds sur le palonnier pour freiner un avion. C'est pas comme une voiture que voilà, il n'y a qu'une pédale ou quoi que ce soit. Donc, vous aidez des palonniers, vous aidez normalement des reverses, sauf que la nuit on met pas les reverses pour éviter de déranger les riverains. Parce que ça, quand on emploie les inversés poussés, vous garantis que ça fait vraiment du bruit. Donc voilà, ça c'était un peu une simulation plus ou moins rapprochée de ce qui s'est passé avec le vol de la West Atlantic cette nuit-là sur l'aéroport de Montpellier. Voilà mes chers amis, ce n'était pas en forme de conclusion, je dirais que ce sont plutôt des hypothèses que j'avance sur ce qui s'est réellement passé sur ce Boeing 737-400, parce que c'est un vieux modèle qui date de 1992, qui a pris son premier vol en 1992 et a été transformé en freightliner, donc qui ne transporte plus de passagers et qui a malheureusement fini sa course dans les temps de Mogyo. Donc, oui, effectivement, moi j'ai volé en 737-800, donc des avions beaucoup plus récents. Mais bon, c'est à peu près le même gabarit. De toute façon, c'est de là qui sort. Les 737, ils sont quasiment les mêmes. Il n'y a que la taille qui les diffère. Voilà, donc, effectivement, je le rappelle, je ne suis pas pilote professionnel ni rien du tout. C'est juste une histoire de passion. Et effectivement, ce sont des hypothèses que certains pilotes auraient avancées. Vous pouvez même trouver d'autres vidéos sur YouTube à ce sujet-là. Donc voilà, c'est un peu regrettable de finir sa course comme ça. Mais bon, voilà. Vous avez vu, la météo était complexe. Moi-même, l'avion, lui, a obéi, le mien, celui que je pilotais, pour essayer de reproduire cette simulation. Il a comment dire, respecté la procédure. C'est pour ça que je suis arrivé un peu moins vite par rapport à cet avion. Comme j'ai dit, c'était un peu plus compliqué de reproduire une exacte météo avec les rafales de vent, etc., etc. Enfin, bon, bref. Je tiens aussi par la même occasion à remercier toutes les personnes qui m'ont rejoint, qui se sont abonnées à ma chaîne. Je trouve ça vraiment sympa. Disons que vous contribuez un petit peu à la survie de ma chaîne. C'est vrai, je suis très absent étant donné que j'ai un boulot qui me requiert énormément de temps. Et bon, je continuerai à faire des vidéos. Sur ce, n'hésitez pas à balancer des commentaires, un petit pouce bleu, ça ferait du bien aussi par la même occasion. Et déjà, je vous remercie grandement de suivre ma chaîne et de suivre mes escapades, malgré le temps qui me manque pour voler tout ça et tout. Donc, écoutez, je vous dis merci beaucoup pour avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, ça dépend quand est-ce que vous allez la visionner. Et j'espère qu'on se retrouvera dans d'autres vidéos assez thématiques. J'aime bien, parce que pour des tutos, il y en a à l'appel, ainsi que des vols commentés, il y en a à l'appel. Et pour parler un petit peu de ma passion qu'est l'aviation, et je suis plus que sûr que si vous la regardez, vous partagez cette passion. Sur ce, mes chers amis, je vous embrasse bien fort et à très bientôt.